Merci Erwin. Bon, je vais parler dans le micro, donc et je vais aussi résumer ce que Erwin disait. Bon, donc merci d'abord pour l'invitation. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là, malgré la canicule, malgré le déjeuner, j'imagine. Bon, je veux dire, la digestion, je vais chercher à la faciliter en parlant d'abord de questions qui ont lien au sujet que vous avez traité dans la matinée, en sachant que mon intervention est un peu une intervention de passerelle entre la partie enseignement et la partie recherche, et je vais chercher à assurer cette passerelle en prenant de la hauteur et en traitant certaines questions qui sont en lien avec disons, informatique et société, ou numérique et société plutôt, mais surtout je vais chercher à ancrer cette intervention dans plusieurs recherches et terrains de recherche que j'ai effectués tout au long des 10 dernières années. Donc, comme Erwin le disait, je suis Antonio Casilli, le nom l'indique, l'accent le démontre, je suis donc sociologue. Et j'enseigne dans une grande école d'ingénieurs, où j'enseigne donc évidemment les sciences sociales, mais aussi à l'école de hautes études, où par contre j'enseigne le numérique. Donc vous voyez l'effet schizophrénie, ce qui atteste aussi, disons, le fait que je suis bien placé pour pouvoir raconter un peu ce qu'on sait jusque-là sur 3 questions que j'ai choisi de traiter, la question du lien social, la question de la vie privée et la question du travail humain nécessaire pour faire marcher les technologies intelligentes qui aujourd'hui régissent autant l'enseignement que la recherche, mais aussi notre quotidien et nos économies. Le point de départ que j'ai choisi d'adopter est un ensemble de recherches menées par moi et par d'autres collègues sur les structures sociales d'Internet et sur comment elles s'articulent, et vous allez voir, c'est quelque chose qui est en lien avec, par exemple, les pratiques d'enseignement, avec les structures sociales en face à face. La plupart des expérimentations et des expériences pédagogiques qui ont été menées déjà à partir des années 90 étaient basées sur un présupposé théorique qui, dans le temps, s'est avéré être dépourvu de base empirique, c'est-à-dire cette prétendue rupture entre un plan présentiel, donc ce que vous enseignez par exemple aux étudiants en face à face, et ce qui se passe ailleurs. Et cet ailleurs étant évidemment la téléprésence ou la présence assurée par des infrastructures numériques. Donc souvent on a voulu adopter des concepts et des notions comme celle par exemple de virtualité, celle évidemment de connexion et interconnexion. La base était toujours que évidemment il y avait une sorte de split, de rupture radicale entre ce qu'on fait en face à face et ce qu'on fait avec les étudiants à distance. La réalité empirique, et ça c'est quelque chose qu'on sait depuis 15 ans en réalité, donc il faudrait aussi mettre à jour nos catégories, est qu'il y a une manière des structures numériques, autant dans l'enseignement que dans le quotidien, d'épouser les rythmes et les structures sociales au quotidien. Ces deux graphes que vous voyez là sont tirés d'une étude effectuée sur un réseau qui à l'époque était à peine connu, il s'appelait Facebook, c'était en 2007. 2007, Facebook était encore un réseau d'universités américaines, il commençait à s'ouvrir à l'étranger, et donc on commençait à avoir plusieurs millions d'échanges, de messages échangés entre les étudiants. Donc ce que vous voyez en haut, donc c'est le graphe en haut, représente le pattern d'échange des étudiants sur Facebook, donc cette plateforme pionnière à l'époque, sur 7 jours de la semaine. Donc vous voyez, il y a un creux, ça commence avec un creux, donc à l'horizontale, vous voyez les heures de la journée, donc c'est les 24 heures, chaque ligne représente un jour, et donc vous voyez que pour chaque jour de la semaine, on a évidemment un creux entre pratiquement minuit et 6 heures. C'est le moment où, évidemment, les étudiants, qui étaient des étudiants d'université américaine, étaient en train de dormir. Et après, évidemment, l'activité sur Facebook, même à l'époque, même avant la révolution mobile, même avant l'omniprésence des dispositifs connectés, se concentrait sur les heures de cours. Ce qui, encore une fois, est une manière d'attester qu'il n'y a pas de décalage, et même à l'époque, il n'y avait pas de décalage important entre activité au quotidien et aussi activité pédagogique et activité sur Internet qui, à l'époque, était
était, pour Facebook, largement concentré sur des pratiques de sociabilité. Donc on s'échangeait, comme aujourd'hui, bien sûr, des likes, mais il y avait moins d'applications professionnelles. Ce que vous voyez en bas, par contre, c'est, disons, un terme de comparaison assez intéressant, c'est pratiquement l'échange de l'autre génération, non pas celle des étudiants de l'époque, mais plutôt celle des parents de l'époque. Donc ça, c'est plutôt tiré d'échanges mail sur 7 jours, donc sur 24 heures sur 7 jours, plutôt de personnes qui étaient qui échangeaient via mail dans un contexte d'entreprise. Là, vous voyez que le pattern est complètement différent et qu'en plus représente vraiment la structure américaine 9 to 5, donc de 9h du matin jusqu'à 17-18 heures de l'après-midi, avec un creux pour casser la croûte entre les deux, c'est-à-dire pour la pause déjeuner. Et ce que j'invite surtout à souligner, qu'à la différence que pour les étudiants, qui continuent à échanger, quoique moins pendant le week-end, donc c'est les deux lignes bleues et jaunes. Par contre, pour les personnes qui sont dans une communication en contexte corporate, pendant le week-end, à l'époque, il y avait une déconnexion totale, donc encéphalogramme plat. Ce qui nous conduit aussi à une autre question importante, ne soyez pas effrayés par ce graphe, je vais rapidement raconter de quoi il s'agit, ce qui nous conduit aussi à prendre en compte pour analyser les pratiques non seulement d'apprentissage, mais aussi les pratiques informelles qui entourent l'apprentissage des étudiants, les structures de sociabilité. C'est bien d'étudier les rythmes, c'est bien d'attester que les rythmes des communications sur Internet en réseau suivent et épousent les rythmes des structures sociales et des pratiques sociales au quotidien, mais il y a aussi, par exemple, une manière de structurer ses propres réseaux d'amis ou d'apprenants ou de co-apprenants qui se fait au fil des années. Et là encore, c'est un exemple tiré de Facebook. Donc c'est une collègue qui s'appelle Sabrina Marchandise, qui, dans le cadre d'un projet beaucoup plus ample qui s'appelle Éthique et Migration, qui parlait en réalité de personnes qui étaient en situation de diaspora, donc de changement de pays, au moins de trajectoire migratoire. En l'occurrence, là, vous êtes en train de regarder la cartographie du réseau personnel Facebook, donc d'une seule personne, qui est un étudiant marocain installé en France. C'est une seule personne. Chaque point de ce graphe représente évidemment un contact sur Facebook. La personne n'est pas représentée parce que sinon il y aurait trop de complexité, parce que tous les points seraient en contact avec lui en l'occurrence. Mais vous voyez déjà qu'en analysant ce graphe, on se rend compte que cet étudiant-là a une structure qui n'a rien de spécial, je vous assure, mais qui raconte une histoire. En réalité, elle raconte sa propre histoire à lui. Quand on se rend en ethnographe parler avec les propriétaires de ces profils Facebook, ces profils racontent des histoires. En l'occurrence, c'est possible en demandant à l'intéressé attribuer des explications pour chacun des clusters, donc chacune des composantes de ce réseau. Et donc c'est pas au hasard de l'algorithme de visualisation que ces clusters apparaissent, mais au fait, par exemple, le cluster le plus important à haut représente les amis que cet étudiant avait trouvés, et donc les amitiés qu'il avait tissées tout au long de sa vie, de la crèche jusqu'au lycée au Maroc. Donc c'était un étudiant marocain, je vous disais, qui s'était installé en France. Ce gros cluster, c'est des amis que jusqu'à 2006, il avait fréquentés et qui continuent de toute façon à avoir un impact sur sa vie, parce qu'il continue à avoir des échanges avec lui et qui donc jouent un rôle dans sa vie d'étudiant installé ailleurs. Après, il a eu aussi, et ça c'est le deuxième cluster, un passage pour son service militaire, mais ça a peut-être moins d'intérêt. Ce qui est intéressant de voir est qu'à partir de 2009-2010, cette personne s'installe en France, donc on peut voir à la limite même un découpage géographique, qui s'ajoute ou alors qui redouble le découpage chronologique, et en France il commence effectivement à connaître des personnes à Lyon, en Erasmus en plus, à Polytechnique et ainsi de suite. Donc on voit apparaître, je reviens un instant en arrière, des clusters
plus petits, qui sont plutôt dans la partie inférieure de cette image. Pourquoi c'est important d'étudier ça? Eh bien parce que, en effet, chacune de ces structures nous permet aussi de formuler certaines hypothèses sur comment les apprenants vont, en général, structurer leur propre vie, non seulement au quotidien, mais aussi dans les échanges qui entourent leur activité. Et donc, c'est extrêmement important quand on se penche sur l'impact du numérique sur l'activité didactique, non seulement de prendre en compte les éléments formels, ce que normalement nous, en tant qu'enseignants, on véhicule, mais aussi tout ce qui se passe autour. Et ce qui se passe autour est souvent inscrit dans des structures de sociabilité que les infrastructures numériques aident à structurer. À cause d'un petit problème technique, je vais devoir, et vous allez le voir malheureusement, skipper, donc éviter certaines slides, vous allez les voir passer, peut-être vous allez être curieux, bon, je vais garder cette curiosité, c'est un très bon réflexe, on va en parler ensuite, mais donc rapidement sur ça, ce qui est important à comprendre aujourd'hui est que entre le moment où ces deux études que je vous ai montrées et aujourd'hui, bon, il y a eu aussi l'ajout d'une multiplication, enfin un élément de complexité supplémentaire, c'est-à-dire l'ajout par exemple des communications mobiles, lesquelles ont déterminé une multiplication des canaux de communication. Cette multiplication des canaux de communication détermine au niveau d'impact sur les structures sociales des personnes concernées, ce qu'on appelle des effets de multiplexité. C'est quoi la multiplexité? Ça veut dire tout simplement que vous vous retrouvez à avoir avec certaines personnes multiples opportunités d'échanger, typiquement avec les personnes qui sont proches de nous, par exemple un membre de notre famille, on va avoir 7-8 manières d'entrer en contact au quotidien. Donc cette personne peut nous appeler sur le téléphone, peut nous envoyer des SMS, mais contacter aussi sur WhatsApp, sur Facebook, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que pour d'autres personnes qui sont plus éloignées de notre horizon social, il y a des fortes chances que cette multiplexité soit moindre, et donc qu'il y ait moins de canaux de contact. Normalement, on classifie ces personnes plus ou moins proches comme des liens forts et des liens faibles. Et les études menées surtout par la chercheuse canadienne Catherine Hayton-White ont montré qu'il y a une corrélation forte entre la force des liens, donc effectivement la proximité qui peut être de nature émotionnelle, ou alors par exemple parce que c'est des personnes qui sont proches de vous socialement, entre, je disais, la proximité vis-à-vis de la personne avec laquelle vous interagissez et effectivement la multiplicité des canaux de contact. Alors, en ligne de principe, vous dites, bon, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, disons que pour un étudiant et en général pour un individu, une autre question se pose, et c'est la question de l'optimisation des distances sociales. Bien sûr, ma grand-mère a 7 canaux de contact avec moi, peut-être que je n'ai pas envie d'entendre ma grand-mère chaque jour. Ou alors, peut-être que mon prof peut me contacter par mail, mais aussi par WhatsApp, mais aussi sur Facebook, mais aussi via le MOOC, mais aussi via n'importe quelle autre plateforme mise en place. Peut-être que je n'ai pas envie de ça. Donc la question devient très vite une question de savoir articuler ces proximités, ces distances sociales. Ce que vous voyez là, c'est plutôt l'image qui est un peu le même principe de l'image que vous avez vue de la cartographie du réseau personnel de l'étudiant marocain d'il y a quelques slides. Mais ça, c'est une autre manière de le représenter. C'est pratiquement le même principe. C'est ce qu'on appelle un réseau personnel égocentré. C'est-à-dire, au centre, vous voyez la personne, donc en l'occurrence, il s'agit d'une personne qui a participé à une étude qui parlait d'adultes, qui traitait de la question des adultes et des jeunes adultes atteints de troubles alimentaires. Donc, question qui parfois concerne directement le corps enseignant, évidemment, ça concerne directement les étudiants aussi. Donc, ce que vous voyez au centre, c'est la personne interviewée, et tout autour, ses contacts au quotidien. Certains de ces contacts se connaissent entre eux, donc il y a des liens, d'autres font partie de groupes sociaux. La question est que, vous voyez, il y a des zones de densité et des zones plus raréfiées, voilà, je ne vais même pas essayer de le prononcer en français, de plus raréfiées de contact social, sans parler du fait que chacun d'entre nous a un peu son style personnel d'interaction avec les autres. Certains, effectivement, ont une certaine tendance à s'articuler avec des personnes qui ne se connaissent pas entre eux, pour garder ce qu'on
pourrait définir comme une forme de privacy, de vie privée. Donc c'est par exemple ce que vous voyez, voilà, plutôt avec cette personne-là ou cette autre personne-là. Donc chacune de ces figures représente la cartographie d'un individu. D'autres aiment plutôt s'articuler avec des structures sociales denses, donc être dans des groupes qui sont densément tissés entre eux. Donc voilà, c'est l'exemple de cette personne-là. C'est aussi l'exemple de cette personne-là dont les contacts font partie de groupes définis. La question est que parfois on peut arriver à gérer nos proximités et nos distances sociales justement grâce à un usage averti de nos technologies numériques. Et ça, c'est quelque chose que nos apprenants font toujours, nos étudiants font au quotidien, chacun d'entre nous en réalité le fait au quotidien. Pour certaines personnes, cela se fait de manière un peu plus radicale que pour d'autres. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est ce que nous on voyait quand nous répondait à notre question, à notre enquête sur avec qui vous communiquez-vous au quotidien. Donc certaines personnes sont des contacts qui sont exclusivement en face à face, certains sont des contacts sur Internet, donc c'est les plus petits, et certains sont des contacts multiplex, donc sur Internet et en face à face. Et il y a aussi des moments dans lesquels il faut déterminer effectivement des coupures radicales. Donc des moments parce que, par exemple, on a un problème à l'école ou un problème personnel, il faut éloigner tout le monde, mais en même temps, pour ne pas vivre dans l'isolement, il faut attirer vers soi des personnes qui soient des personnes ressources. Ces personnes ressources sont pour nous quelque chose d'extrêmement intéressant, autant du point de vue de l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'activité pédagogique, mais aussi évidemment sur le bien-être de nos étudiants. Surtout, certains de ces personnes-là sont, et ça c'est le cas de cet exemple-là, des professionnels. Là, en l'occurrence, c'est un professionnel de l'éducation, donc c'est un professeur qui peut être utilisé peut être sollicité par l'étudiant pour demander conseil, avis et parfois même pour demander des ressources de nature informationnelle ou personnelle. Tout cela est important parce que cela nous pousse vers la question de l'équilibre entre le privé et le public. Je ne vais pas, malheureusement pour nous tous, m'attarder trop sur cette question de l'équilibre entre privé et public, qui joue un rôle important. Encore une fois, si vous mettez en place un dispositif pédagogique et ce dispositif pédagogique est perçu comme trop envahissant par vos étudiants, évidemment, vous allez avoir un problème. C'est-à-dire, tout simplement, ils ne vont pas accepter que votre plateforme, par exemple, s'approprie leurs données. D'autant plus que, malgré la rhétorique ambiante selon laquelle les plus jeunes générations, aujourd'hui, ont amplement abandonné le principe de la vie privée, malheureusement, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr, les plateformes, surtout les plateformes commerciales, cherchent à passer en public par défaut de plus en plus de données. Ça, c'est encore notre coupable préféré. C'est Facebook qui, entre 2005 et 2010, a passé en bleu, c'est-à-dire a passé en public par défaut un nombre vraiment important d'informations personnelles qui auparavant étaient fournies par les utilisateurs et qui étaient gardées en privé, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas affichées ni à leurs contacts, ni évidemment à toutes les entreprises et structures gouvernementales qui se connectent à l'API de Facebook. Face à ça, les publics ne sont pas passifs, encore une fois, ils cherchent à gérer la distance sociale et leur vie privée. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Au contraire, ils cherchent à verrouiller leurs paramètres de confidentialité. Ça, c'est l'évolution sur la même période, pratiquement, du niveau de dévoilement de différents éléments du profil personnel Facebook d'étudiants d'une université américaine. Au fait, c'est la Carnegie Mellon University de Pittsburgh. Donc, vous voyez que ça commence en 2005 avec énormément de données qui étaient publiques et les étudiants ne s'en souciaient pas particulièrement, mais au fil des années, ils commencent à passer en privé de plus en plus d'éléments. Rapidement, nous, on a modélisé ça grâce à ce qu'on appelle un modèle de simulation multi-agent. Donc là encore, ce que vous voyez au centre, c'est un réseau personnel d'une personne, qui peut être aussi un étudiant. Et vous voyez que son niveau de protection de la vie privée, au début, diminue drastiquement, mais au moment où sa structure sociale devient beaucoup plus dense, bon, ça c'est une situation extrême évidemment,
la personne commence à protéger ou voire même à surprotéger sa vie personnelle. Ce qui au niveau agrégé, quand on répète cette expérience in silico pendant des dizaines de milliers de fois, nous donne ce qu'on appelle des cycles de vie privée. C'est-à-dire, au début, quand vous vous inscrivez sur n'importe quelle plateforme, et ça c'est encore une fois une généralisation très forte, mais restez avec moi encore pendant quelques instants, quand vous vous inscrivez sur une plateforme, vous avez besoin de vous afficher, vous avez besoin de savoir exactement qu'est-ce qu'on fait sur cette plateforme, et donc vous acceptez un niveau de dévoilement et un niveau de captation de vos données beaucoup plus important de ce qui se passe ensuite. Ce qui se passe ensuite est qu'à un certain moment, vous connaissez les limites de la plateforme, qu'elle soit une plateforme pédagogique, institutionnelle ou une plateforme commerciale, et vous commencez à surprotéger vos informations personnelles, ce qui pose évidemment un problème pour ceux qui gèrent la plateforme, qui veulent continuer à tracer leurs chers utilisateurs. Et cela pose, même si cela est une posture qui en soi est problématique d'un point de vue éthique. Ce qui se passe, c'est que dans le temps, quand une plateforme devient stable, on a plutôt des effets de protection et déverrouillage des données personnelles des personnes concernées, donc ce qu'on appelle des cycles de vie privée. Sur Facebook, vous le voyez, tous les quelques mois, en réalité, Facebook fait face à une énorme crise de vie privée dans laquelle parce qu'ils ont fait quelque chose, ils ont changé l'algorithme, ils ont changé l'interface, ils ont changé des règles de confidentialité, et donc ils remettent en public tout un tas d'informations que les utilisateurs avaient cherché à protéger. Et donc qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'utilisateurs? On surprotège ce qu'on retrouve trop facilement sur Internet. Donc, quand notre vie privée monte, Facebook cherche à le faire redescendre, et nous cherchons à la redéfendre à nouveau, et eux, ils cherchent à la redéverrouiller à nouveau. Donc, ces cycles de vie privée, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, représentent surtout un élément important pour parler du fait de l'économie des données qui devient cruciale autant dans les pratiques courantes du numérique que dans les pratiques considérées effectivement comme dans le contexte institutionnel et surtout dans l'apprentissage. Pour comprendre exactement ce qui se passe et comment cette économie de la donnée se met en place, il faut aussi comprendre que les données n'existent pas sur Internet dans un vide, mais infrastructurales, mais plutôt elles sont inscrites dans des infrastructures d'un type particulier qu'on appelle des plateformes. Et ces infrastructures sont en train de se généraliser autant dans l'éducation que dans le reste de nos usages au quotidien. On est face en réalité à un véritable processus socio-technologique de plateformisation qu'on voit partout. Mais de quoi une plateforme numérique est-elle le nom? En réalité, de plateformes numériques, on en a de types vraiment différents. Et moi, je vais terminer tout simplement en ajoutant quelques éléments de contexte pour nous aider à réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'une plateforme. Alors, le chercheur Nick Sneerczek, qui est un chercheur britannique qui a écrit un ouvrage que je vous conseille de lire, qui s'appelle Platform Capitalism, donc capitalisme des plateformes, distingue plusieurs types de plateformes. La première, c'est les plateformes d'annonceurs. Facebook, Google en particulier, est l'exemple typique de la plateforme d'annonceurs. Elle fait semblant d'être une plateforme de service pour nous, donc le réseau, le moteur de recherche, Google Traducteur, YouTube. En réalité, elle est une plateforme pour les annonceurs, pour récupérer nos données et nous cibler. Donc là, évidemment, c'est une plateforme qui met en communication des utilisateurs, nous, qui produisons des données, et des annonceurs qui captent et analysent ces données à des fins de ciblage publicitaire. Il y a aussi les plateformes industrielles. En réalité, c'est les plateformes les plus anciennes. C'est celles qui, par exemple, mettent en communication différentes parties d'un groupe industriel ou une entreprise. Je ne vais pas m'y attarder. Il y a aussi des plateformes de produits. J'aurais pu choisir Spotify, j'aurais pu choisir n'importe quelle autre plateforme qui vous livre un service ou un produit culturel. J'ai choisi, parmi d'autres, les plateformes de produits dans l'éducation et donc dans le contexte du learning, comme les MOOC. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent en contact, évidemment, des apprenants et des producteurs de contenu. C'est ça, c'est la triste réalité de la terminologie utilisée par Coursera et les autres. Il y a aussi des plateformes qui sont considérées comme allégées. À la limite, j'aurais pu choisir aussi Coursera. Aussi. Des plateformes allégées, c'est des plateformes qui n'ont pas de ressources, d'actifs matériels. Airbnb, j'aurais pu choisir aussi Uber, sont des exemples parfaits. C'est-à-dire, Airbnb est un groupe hôtelier qui n'a pas d'hôtel. Mais n'a pas un parc immobilier. Elle s'appuie sur le parc immobilier des autres. Il
idem, Coursera est voilà, une institution d'enseignement qui n'est pas ancrée dans une université, mais qui a des partenariats commerciaux avec des universités. Et il y a aussi des plateformes en nuage, et ça c'est peut-être les plus importantes au niveau de l'impact sur notre vie au quotidien. AWS, c'est Amazon, en fait, c'est le cloud de Amazon, et le cloud est surtout l'analytique des données du cloud d'Amazon. Là encore, pas le temps d'y rentrer. Pour terminer, je voudrais vraiment vous donner quelques éléments pour définir qu'est-ce qu'une plateforme, et après on va chercher à faire ensemble dans l'échange ou dans les échanges le travail de dire comment cela s'articule avec notre activité d'enseignement ou de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire plateformisation? Quels sont les traits de ces plateformes qui appartiennent à des types assez disparates? Bon, tout d'abord, une plateforme n'est pas en même temps un marché et une entreprise. C'est-à-dire, elle est une entreprise parce que, d'un certain point de vue, elle produit des produits ou des services, des marchandises ou des services, mais elle est aussi un marché parce qu'elle produit le marché sur lequel ces services sont échangés. Encore une fois, le cas classique pourrait être Amazon. Amazon est un marché parce que c'est un marketplace, c'est un hall de marché, mais elle est aussi une entreprise et des plus hiérarchiques, des plus finalement traditionnels de ce point de vue-là. Un marché d'un type particulier, quand même. C'est un marché qu'on appelle multiface. C'est des marchés multifaces, les plateformes, dans la mesure où elles agissent en intermédiaire entre différents groupes. Encore une fois, je vous ai dit, Coursera, d'une part, vous avez les apprenants, de l'autre, vous avez les enseignants. Google, vous avez d'un côté les annonceurs, de l'autre, les utilisateurs. Et pour chacun, l'architecture des prix, ou alors le type de prix, peut changer radicalement. Je vous donne encore un exemple. Dans le cas de Coursera, vous avez un premier volet de ce marché, donc les étudiants qui payent, au début payaient 0, après on est passé à la version freemium, et après on est passé à la version abonnement, et donc ils ont, disons, en ligne de principe, un prix qui est entre 0 et un prix positif. Par contre, vous avez, le marché, de l'autre côté, les enseignants, lesquels ont un prix, en réalité j'aurais dû mettre plus ou moins. C'est-à-dire que parfois ils arrivent à se faire rémunérer et parfois ils doivent payer pour être sur Coursera. Je vous donne un autre exemple. Vous venez de manger, mais voilà, l'autre pourrait être une plateforme de livraison express, comme par exemple Foodora. Foodora est encore plus intéressante parce que vous avez des restaurateurs qui payent un prix positif pour être présents sur la plateforme. Vous avez des mangeurs qui payent un autre prix positif pour pouvoir profiter des avantages ou des services de la plateforme. Et après, vous avez des livreurs qui payent un prix négatif, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour être sur la plateforme. Et ça, c'est quelque chose qui, en effet, joue un rôle important. La structure l'architecture des prix est extrêmement importante. Une certaine philosophie du travail qui s'installe sur les plateformes est tout aussi importante parce que ces plateformes réalisent un effet d'éloignement de la force de travail. Elles ont besoin d'avoir des travailleurs, non pas à l'intérieur de la plateforme même, comme les entreprises d'un temps, mais tout autour, pour créer des écosystèmes productifs. Des écosystèmes productifs dans lesquels ils peuvent ensuite capter la valeur. Donc encore une fois, si je suis une plateforme qui fait du learning, je ne vais pas embaucher des professeurs, des enseignants, je vais plutôt m'entourer d'enseignants et capter la valeur produite par ces enseignants. La valeur est parfois représentée par les contenus, mais encore plus important, par les données produites par ces mêmes utilisateurs. La question des données et des métadonnées est vraiment cruciale. À la limite, une plateforme est assez agnostique vis-à-vis des contenus que vous échangez. Facebook s'en fout du fait que vous envoyez la photo d'un chat. Ce qui est intéressant pour Facebook, c'est ce qui se cache derrière la photo du chat. Par exemple, la marque d'appareil photo, l'adresse IP sur laquelle circule le chat, ou un ensemble de marqueurs biométriques, non pas du chat, mais enfin de l'objet de la photo. Parce que de ça, elle peut s'en servir pour faire un travail d'analyse et d'appariement algorithmique. Et donc, elle peut mettre en relation des personnes qui produisent des photos de chats et des personnes qui sont intéressées à télécharger des photos de chats.
je pu dire tout simplement des personnes qui ont une demande en termes de formation et des personnes qui sont capables de fournir une offre en termes d'information. Je m'arrête là. J'aurais normalement pu vous montrer un merci et tout ça, mais donc vous savez, le petit problème technique m'oblige à rester exactement sur cette slide-là, et donc on s'ouvre aux questions et aux échanges. Merci. Questions. Mais le silence s'installe. Très bien. Non, on a des questions. Non, oui, pardon. Oui. Après vos avis. Oui. Okay. On a vu une chose intéressante sur les pushs où les gens resécurisent finalement leurs données sur le web, que ce soit sur Facebook ou sur autre chose. Est-ce qu'on a une idée de la maturité des utilisateurs en termes de pourcentage ? Il y a beaucoup de personnes qui sont informées et qui font vraiment ça, ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont laxistes ? J'ai raté le début de votre question. Donc, et des utilisateurs dans la partie où les gens finalement resécurisent leur profil, ça redescend, ils resécurisent. Ah oui, c'est clair. Alors écoutez, évidemment, dans la partie où les gens finalement resécurisent leur profil, ça redescend, ils resécurisent. Ah oui, c'est clair. Alors écoutez, vous voyez pourquoi je n'avais pas compris le début de votre phrase, parce qu'il y a non seulement une réverbération, mais carrément un avatar de vous-même qui pose la même question. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose, parce que on aurait du mal si la question était différente. Écoutez, alors c'est extrêmement difficile de donner des pourcentages au niveau agrégé, surtout parce que là, je vous ai donné un exemple, mais même l'exemple que j'ai choisi, qui était l'exemple d'une plateforme comme Facebook, est une plateforme de 2 milliards de personnes. Laquelle plateforme de 2 milliards de personnes ne communique pas toutes ces informations, et typiquement sur la question de vie privée, elle a quelques petits problèmes, surtout dernièrement. Ce qui se passe est que au niveau agrégé, on assiste depuis plusieurs années à un effet non seulement de prise de conscience, mais d'apprentissage collectif des limites de plateformes comme Facebook. Aujourd'hui, 2019, on ne se permet plus de partager le même type d'informations qu'on partageait il y a 10 ans. Même les personnes qui sont là sur des plateformes généralistes comme Facebook justement sont des... pardon, je sais pas, vous voulez que je me place ou non ? Sont des personnes qui sont d'âge différents. Donc la question de la prise de conscience varie évidemment avec l'âge, avec aussi un critère vraiment crucial est la proximité ou pas d'un usage professionnel de ces mêmes plateformes. Typiquement, ça c'est des études qui remontent en réalité à 2014, pour les États-Unis, on remarque que les étudiants universitaires ont une certaine tendance à devenir plus attentifs à leur vie privée, même aux États-Unis, pays dans lequel on n'a pas le même type de sensibilité qu'en Europe, quand ils sont plus en proximité de leur diplôme. Donc, au début, ils partagent de manière beaucoup plus sauvage. Après, quand ils commencent à entrer pratiquement en zone recrutement, ou en zone accès au marché du travail, ils commencent donc à développer leurs propres réflexes. Typiquement, ça se manifeste via des pratiques de nettoyage sauvage de leur profil Facebook ou de reverrouillage, c'est-à-dire à jouer avec les paramètres de confidentialité. Merci. D'autres questions ? Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Alors on voit bien la dynamique de privatisation, de privatisation de la donnée, de construction de services, de rapport au travail que vous avez, c'est très clair. Et je me demande dans ce contexte-là, au fond, quelles seraient les conditions pour l'émergence de communs numériques, pour qu'il y ait une autre manière de penser ces Merci pour la question. Alors ça, c'était effectivement les 15 slides finales que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. En réalité, il y a aujourd'hui non seulement une attention croissante à la thématique des communs
informationnels, mais aussi même des mouvements nouveaux qui cherchent à imposer des démarches collaboratives, ou plutôt c'est vraiment des démarches coopératives autour de la création de ces communs de la connaissance. Donc vous n'ignorez pas peut-être que on est aujourd'hui face à la naissance d'un véritable mouvement de platform cooperativism, donc de coopérativisme des plateformes, qui concerne en réalité les plateformes de n'importe quel secteur. Ça peut être les plateformes par exemple de femmes de ménage en Inde, ou des plateformes de banques, et aussi des plateformes de personnes qui, surtout dans le contexte entreprise en réalité, commencent à dire bon, qu'est-ce qu'on fait pour mutualiser nos connaissances, pour s'inventer des modalités communes effectivement de distribution, de répartition de ces connaissances, et surtout pour éviter des dynamiques de appropriation marchande. Donc ce qui s'est passé souvent historiquement avec les communs de la connaissance sur Internet. Vous mettez ensemble, que sais-je, 3 millions de développeurs informatiques de génie qui font du open source, et après, au bout de quelques années, Microsoft arrive et rachète leur communauté. Ce qui s'est passé par exemple pour GitHub. Ou alors, vous mettez ensemble des scientifiques qui classent des informations sur des images, par exemple, médicales, ça c'est encore Microsoft, mais aussi IBM, et rachète tout. Bon, alors là encore, on a un problème. Le problème, c'est justement de dire que dans la structure même de ces plateformes, la structure, je veux dire, même légale de ces plateformes, il faudrait imposer un principe d'abord mutualiste de copropriété de la plateforme même, et de contrôle et de gouvernance de la part des usagers sur tout ce qu'il y a dans ces plateformes. Et donc ça peut être les contenus, ça peut être les données, et pourquoi pas aussi des algorithmes qui trient, classent et livrent ces mêmes contenus et données. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui commence à devenir extrêmement visible au niveau international, et qui s'articule bien avec la démarche désormais classique dans le numérique pour la création de communs de la connaissance, et pour la création en plus de structures open d'accès aux données et aux informations. Comme nous n'avons pas de questions en ligne, les questions de la salle, s'il vous plaît. Alors, du coup, on pourrait aller un cran plus loin et se dire, on a des données, nous, dans l'ESR, qu'on va peut-être ouvrir, qu'on doit ouvrir pour un certain nombre, et en face, on a les GAFAM. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Parce que maintenant, le sujet est un peu clair pour tous, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour garder ce bien commun, en fait, sur le terrain, le partager et se protéger, je ne sais même pas si ce nom est correct, mais pour moi il l'est, des gens qui vont faire de l'argent sur ces données, quoi. Oui. Sachant qu'en plus, je pense qu'ils seront beaucoup plus rapides que nous pour moissonner ces données. C'est-à-dire qu'on va les ouvrir, ils vont les moissonner, nous on va les moissonner dans 15 ans quand ils en auront déjà analysé les données. Oui. Alors, encore une fois, merci. Là, je me permets, parce qu'il n'y a pas de questions sur Internet, de tout simplement récupérer le câble HDMI et carrément vous montrer quelques... les 15... Non pas les 15 slides, mais disons 3 slides des 15 que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, en réalité... on met le doigt là sur la question qui est la plus douloureuse. En réalité, qu'est-ce qu'une plateforme, et surtout comment faire pour qu'une plateforme soit cohérente avec ses principes, et qu'elle soit pas... donc ces principes sont en réalité des principes qui sont historiquement ancrés dans une démarche, disons, de collaboration et de coopération, et vous allez voir beaucoup plus que ça. En réalité, les plateformes se présentent, les plateformes commerciales, les premières, comme des structures neutres, des architectures de données qui vont allouer de manière optimale, par exemple, des contenus. Encore une fois, j'ai quelqu'un qui produit des cours et j'ai quelqu'un qui veut se former. La plateforme se présente comme une structure neutre, dépourvue de biais et dépourvue
à part une petite, une petite commission qu'elle récupère, dépourvue d'intérêt, à part l'intérêt commercial. Il y a beaucoup plus que ça. En réalité, le concept même de plateforme est porteur historiquement d'un programme politique. La généalogie même, l'étymologie même du mot plateforme nous renvoie au XVIIe siècle. C'est pas seulement Francis Bacon là, que j'ai choisi, mais c'était l'un des premiers qui a parlé de plateforme pour en réalité indiquer un mouvement qui se mettait en place à cette époque-là, un mouvement qui était un mouvement religieux par exemple, mais aussi de réforme religieuse et de réforme du savoir religieux qui parlait de plateforme pour dire un programme commun. On va faire quelque chose ensemble. On va décider ensemble des règles pour gérer notre communauté. Et ça, c'était quelque chose qui, en plus, s'était manifesté un peu plus tard, en 1653, dans un mouvement qui était l'un des premiers mouvements radicaux de l'Angleterre entre les deux révolutions anglaises. C'était le mouvement des Diggers. C'est le mouvement des bêcheux en français. Les Diggers étaient des communistes radicaux, chrétiens pour l'époque, bon enfant, qui prônaient certains principes qui étaient un principe par exemple de mise en commun des biens, des gestions communes de ces biens, de gouvernance commune de ces biens, et en plus un principe d'abolition du travail. Donc des propositions radicales pour l'époque et encore pour aujourd'hui, je vous assure. Surtout, l'idée, c'est les personnes qui, dans ce texte de 1653, qui s'appelait The Law of Freedom in a Platform, donc les lois de la liberté humaine faites programme politique. Platform veut dire programme politique. C'est les personnes qui ont enseigné aujourd'hui, dans nos langues modernes, voilà, quand on dit la plateforme d'un parti, c'est le programme commun. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Typiquement, aujourd'hui, on a une certaine tendance à reprendre ces idées du XVIIe siècle et les transformer dans quelque chose d'autre. Typiquement, aujourd'hui, on a le premier principe, celui de la mise en commun, donc l'idée que tout le monde doit gérer ce bien commun, c'est transformé dans le principe du partage des plateformes. Les plateformes qui se présentent comme des plateformes dans lesquelles on partage l'information. Donc le sharing economy, c'était à la mode il y a quelques années. Après, la question de l'abolition du travail se transforme aujourd'hui dans la glorification du freelance. Donc le fait que sur les plateformes, chacun d'entre nous ne soit pas encadré d'un point de vue salarial selon des liens de subordination, mais selon des liens de appariement par intérêt commercial ou tout simplement parce que vous êtes intéressé à telle ou telle tâche. Et troisième, le principe de l'abolition de la propriété privée se transforme dans la question de l'ouverture des données. Alors, la question est-ce qu'on doit prendre au sérieux ces principes ? Et à la limite, s'il faut les prendre au sérieux, donc ces principes historiques de l'idée des plateformes, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des plateformes qui sont de véritables partages, de véritables libertés de choix du travail qu'on fait et finalement aussi de véritables ouvertures. Ça, c'est des questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Parce que ce qu'on continue de voir, est que quand une institution comme l'Éducation nationale cherche à faire de l'éducation en plateforme, la première chose qu'elle fait, c'est d'aller voir chez Google pour dire, vous avez déjà une plateforme, faites-moi une plateforme. Sauf que, évidemment, ils vont faire la plateforme structurée selon leurs critères commerciaux et leur logique commerciale. Alors qu'on a déjà, dans l'idée même de faire, par exemple, un apprentissage en plateforme, des principes forts et des principes qui sont entièrement cohérents avec notre activité d'enseignant. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a la possibilité et ça se manifeste dans un ensemble d'expériences qui existent au niveau international, mais qui restent des expériences de niche, hélas. Donc, l'idée de reprendre ces trois principes, le principe de l'ouverture, le principe de la liberté de choix de faire, d'enseigner, et la troisième, c'est le principe du partage. Voilà. Entre-temps. Oui, voilà, je laisse comme ça, comme un slogan. Il y avait donc une question. Attention. Internet se réveille. Alors, déjà, je félicite cette personne de ne pas avoir mal orthographié mon nom, c'est bien. Alors, à quelles conditions on peut massifier l'usage des données d'apprentissage tout en respectant la vie intime des apprenants? Merci, cher anonyme. Déjà, voilà, il a choisi anonyme.
Ah non, pardon, vous ne voyez pas. Donc, je suis en train de me faire cette blague tout seul. C'est incroyable. Bon, vous me faites confiance, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Hein, voilà, il y a Erwin qui atteste. Je pense que vous pouvez. Allez, non, même pas. Vous voyez, non. Alors, faites-moi confiance. L'assistance me fait confiance. Donc, le texte de la question était. Alors, par contre, là, j'ai un machin qui est énorme qui m'empêche de lire la question, donc je me permets. Voilà. Monsieur Casilli, à quelles conditions on peut massifier l'usage des données d'apprentissage tout en respectant la vie intime des apprenants? Donc, la réponse à cette question est tout simplement que c'est selon la situation. Et la situation veut dire non seulement le type d'outils, d'infrastructure que vous utilisez pour, d'une part, collecter ces données d'apprentissage et après, évidemment, livrer ce qui est souhaité par les apprenants sur la plateforme même. Donc, chaque service a ses propres contraintes, mais surtout selon la population à laquelle vous vous adressez. Ça peut changer selon l'âge, selon les cultures locales, selon aussi certaines caractéristiques sociodémographiques et même à la limite extrêmement personnelles. C'est clair que par exemple, si vous avez, que sais-je, des enfants en difficulté ou des étudiants qui ont des caractéristiques spéciales parce que par exemple, que sais-je, ils peuvent être des étudiants handicapés ou des étudiants qui ont n'importe quelle autre caractéristique, bah, là, on a des formes et des contraintes en termes de respect de la vie intime qui changent radicalement. Mais ce qui est important est que pour chacune des expériences pédagogiques qu'on lance, il faudrait aussi lancer une étude d'impact en termes d'utilisation des données personnelles et en termes de, justement, privacy des utilisateurs. Chose qu'on choisit systématiquement de ne pas faire. Encore une fois, parce qu'on adopte parfois les réflexes des grandes plateformes qui marchent bien du point de vue technique, mais qui du point de vue social nous exposent à des catastrophes cycliques comme le Cambridge Analytica du moment. Enfin, on en a tous les quelques mois en réalité de Cambridge Analytica ou fuite de données, etc., etc. Donc afin d'éviter ça, il faudrait, avant même de lancer l'expérience, créer des dynamiques consensuelles et de coordination avec les apprenants pour comprendre exactement jusqu'à quel point elle serait prêt à partager certaines données. Et selon quelle modalité, je termine avec ça, de sauvegarde, pérennisation et réutilisation. Parce que parfois, c'était aussi extrêmement important de savoir si vos apprenants seront confortables, seraient d'accord, par exemple, pour que leurs données soient utilisées dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Ce qui est ma vie privée aujourd'hui en 2019, en 2519 deviendra un document historique extrêmement important, par exemple sur les pratiques d'apprentissage du XXIe siècle. Donc encore une fois, il faut savoir aussi anticiper ce type d'exigence pour pouvoir établir exactement qu'est-ce qu'on fait avec nos données personnelles.